Salut la gang, bienvenue à ce 53e épisode de Femmes de fer où je reçois Séverine Tamborero, entraîneur national des 12 ans et moins pour Tennis Canada. On parle de haute performance, de notre définition du succès et de la place des femmes dans le milieu sportif. On l'écoute dès maintenant. Bienvenue à Femmes de fer, le podcast qui vous aide à atteindre vos rêves les plus fous. Je suis votre animatrice Sophie Montminy, rédactrice, productrice et momtrepreneur qui veut toujours tout connaître sur tout. Je vous invite à vous joindre à moi chaque semaine où je m'entretiens avec des femmes inspirantes. Chaque jour, elles atteignent leur plein potentiel et elles vous donnent leurs secrets pour vous aider à réaliser vos objectifs. Vous êtes prêtes? Let's go! Bonjour Séverine. Bonjour Sophie. Comment vas-tu? Écoute, ça va, dans les circonstances, ça va très bien. On peut pas se plaindre tant qu'on a la santé puis que des choses peuvent bouger un peu, ça se passe quand même pas si mal. Je suis très contente de te parler aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première, évidemment, c'est très personnel. Tu as un lien avec mon mari Deno que tu as entraîné. En fait, je comprends pas trop l'histoire parce qu'on s'en est parlé par bribes, mais il me parle souvent de toi, en tout cas. Je pense que tu as fait un grand impact dans sa vie en tant que coach. Donc ça, je trouve ça impressionnant de voir à quel point un coach peut avoir un impact dans la vie d'une personne, d'un jeune ou d'un adulte, peu importe. Et de l'autre côté aussi, évidemment, je suis une grande fan de tennis. Et là, je suis vraiment impressionnée de te parler de ce côté-là parce que pour moi, c'est un des sports que j'adore regarder. Bon, je veux pas dire j'espère, mais que j'aimerais que mon petit gars éventuellement s'intéresse à ce sport-là, ne serait-ce que juste pour s'amuser. Et aussi parce que tu es une coach femme dans un milieu peut être imposant ou qui, en tout cas, où tu t'imposes. Et ça, je trouve ça franchement impressionnant. Bref, la table est mise. Mais pour que de bonnes choses. Oui, voilà. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Séverine, peut-être juste me décrire en quelques mots qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ben Sophie, je vais commencer par te remercier à toi pour ce que tu fais, puis donner une voix à nous, entraîneurs, femmes qui essayent de changer des choses. Fait que merci beaucoup pour ce que tu fez. Je sais que tu fais beaucoup de choses avec le podcast, puis je pense que c'est important d'avoir cette ouverture-là. Puis le parallèle avec Dino, je pense qu'il y a eu autant d'impact peut-être sur moi que peut-être moi j'en ai eu sur lui, parce que c'est pour moi des gens comme ça, des jeunes que j'ai vus, que je vois grandir, que je vois réussir. C'est pour ça que je fais le travail que je fais. Donc pour moi, de voir quelqu'un comme Dino réussir, malgré que même en ce moment c'est difficile, il est dans le milieu du coaching sur le plan d'entraînement physique. Mais de voir toute son énergie puis ce qu'il fait, alors pour moi, c'est super d'entendre ces choses-là. Alors, ben oui, pour les gens qui me connaissent pas, je suis dans le coaching depuis plus de 30 ans. Si le coaching, je dirais, est-ce que le coaching m'a choisi? Est-ce que j'ai choisi le coaching? Je pense que c'est un mélange des deux. J'ai commencé, je jouais au tennis. J'étais une joueuse quand même de niveau, je dirais, national. J'ai eu l'opportunité à très jeune âge, vers 15-16 ans, d'enseigner à des jeunes, et c'était très drôle parce que c'était presque des jeunes qui avaient mon âge à ce moment-là. Et puis, j'ai eu la piqûre. J'avais l'opportunité d'aller à l'université américaine et en même temps, j'ai eu une offre d'être entraîneur à temps plein. Donc ça s'est passé à 17 ans. 7 ans, je me suis dit, ben pourquoi pas, je me lance pieds joints dans quelque chose que j'aime et je sais qui est ma passion puis qui va être là toute ma vie. Donc, ben j'ai le plaisir de faire ça. Je vais avoir 50 ans cet été, donc j'ai le plaisir de faire ça depuis que j'ai 17 ans. Wow! Fait que déjà, dès le début, j'ai dit, ça, c'est ma passion, puis je continue là-dedans. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, bon, coaching de tennis, je suis connue pas de temps, une femme dans le milieu. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, c'est peut-être pas ma place où je devrais continuer vers d'autres types d'études? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'appelaient ou pas du tout? Ta question est tellement bonne parce que j'étais dans ce milieu-là parce que il y a eu des situations d'être avec des jeunes, autour des jeunes, puis le sport, c'est le tennis, c'est quelque chose que je suis passionnée puis que j'adore. C'est sûr que dans le processus, quand j'avais des amis qui revenaient de l'université américaine qui me disaient « Ah, c'était super, on a joué, on a voyagé », puis je me disais « Est-ce que j'ai fait une erreur? » Après ça, on vieillit, puis on a d'autres opportunités aussi de travailler avec des jeunes, des adultes dans les clubs. Et là, arrive le moment de se dire, quand les gens posent la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je suis entraîneur. Ah, c'est super, mais ton vrai travail, c'est quoi? Oui.
Fait que ça a toujours été au début comme, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Et là, ce qui est drôle, c'est que maintenant, comme je dis aux gens, je dis, à quelque part, ça fait plus de 30 ans que je fais ce que je fais. Donc, si c'était un échec, ben là, ça fait 30 ans que je vis dans l'échec parce que parce que je fais cette profession-là. Et l'aspect, je dirais, être une femme dans un milieu de sport, je te dirais que cet aspect-là commence à être un défi plus depuis 5-6 ans. J'ai toujours dit que le tennis était ma passion et 30 ans plus tard, je me rends compte que finalement, ma passion, c'est de partager. Partager qu'est-ce que le sport m'a amené, m'amène, partager mon sport. Fait que c'est drôle, il y a comme un switch qui est en train de se faire, là. Et qu'est-ce que ce sport-là t'amène? Ben, ce sport-là m'amène du plaisir, comme on en parlait tout à l'heure, de voir des gens que j'ai coachés très jeunes, de les voir réussir au-delà du sport, de voir à quel point le sport les a aidés. Moi, ce que ça m'amène, c'est que ça m'amène la perspective de communiquer. Avec le travail que je fais, je me promène à travers le pays. C'est sûr que c'est plus difficile en ce moment, mais ça va repartir bientôt. Et je me rends compte que de voir les jeunes, de parler aux entraîneurs, de parler aux parents, oui, je les aide, je les supporte, je les outille, mais finalement, je pense que ces gens-là se rendent pas compte qu'ils me font un plaisir à moi aussi. La question du sport, commençons par rapport aux jeunes. Peu importe à qui on en parle autour, c'est sûr qu'il y a une différence en disant mon enfant aime le samedi matin aller jouer au soccer comme ça et de dire oh, je pense que mon enfant a le talent ou ne serait-ce qu'un petit quelque chose de plus pour aller plus loin. Pour un parent, c'est beaucoup de questionnements parce qu'on se dit, est-ce que je veux pousser mon enfant là-dedans? Comment je fais? Et comment on fait pour se rendre compte que, ouais, mon enfant a un petit peu plus qu'une passion, là. Oh, je peux l'amener plus loin. Premièrement, je te dirais que on arrive dans le sport et je pense que c'est peut-être la partie positive de la pandémie, de ce qu'on vit depuis 1 an, qui va peut-être ramener un petit peu au niveau de la base de pourquoi on fait du sport, qui soit par le plaisir du ski de fond en compétition. Il va falloir qu'on redéfinisse qu'est-ce que ça veut dire haute performance. Au début, ça me faisait sourire. Maintenant, ça me fait comme réagir un peu quand j'entends « Ah, mon enfant, il a 7 ans, puis il fait l'école à la maison parce qu'il fait de la haute performance. » Ça sera un autre podcast, c'est un autre débat, c'est une autre conversation. Maintenant, il faut toujours s'assurer que ça vient du jeune. J'ai fait une rencontre à un moment donné avec l'Académie de l'Impact et on fait une rencontre de parents et on parle de leur rôle de parents et tout parce que tu en parlais tout à l'heure. Pour moi, le sport, c'est un triangle. C'est le parent, c'est l'enfant, c'est l'entraîneur. Puis c'est cette équipe-là, puis il y a d'autres mondes qui se rajoutent un petit peu quand on vieillit, puis on a des attentes olympiques, par exemple, ou professionnelles. Le parent, à un moment donné, pose la question à cette rencontre-là, puis il dit, c'est vrai, mon jeune a 8 ans, il va être le prochain Ronaldo. Et qu'est-ce que je lui dis? Mais je lui dis, pourquoi pas? Parce que c'est correct de faire en sorte, qu'est-ce qui va driver les jeunes, qui va les motiver, c'est cet objectif ultime qui est peut-être d'être Ronaldo, peut-être d'être Félix Auger-Aliassime, d'être le prochain joueur de hockey qui va jouer à la Ligue nationale. Ça, c'est important de le nourrir parce que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on entend toujours des athlètes, hein, « Ah, j'avais un rêve », mais c'est vrai, il faut les laisser rêver. Ça change avec le parcours. Fait qu'un enfant qui a envie de faire ça, ben c'est quoi le but du parent? Mais le but du parent, c'est de lui donner des outils pour essayer d'atteindre ça. Mais le problème, c'est qu'il faut donner des outils sans retour sur l'investissement. Et ça, c'est difficile parce qu'il y a des parents qui, à très jeune âge, si l'enfant performe pas, il n'y a pas des résultats, ils vont le sortir du sport parce que c'est pas assez bon. Donc ça, c'est le premier défi. Après ça, ben c'est sûr qu'il faut avoir la lucidité comme parent et comme entraîneur de voir et diriger le jeune vers où il veut, mais où il peut aussi. Alors, c'est certain qu'un jeune qui a 16-17 ans, qui est peut-être 10e, si on prend le tennis, 10e au tennis dans la province, et il dit « Je veux être le prochain Rafael Nadal », ben là, il va falloir avoir une conversation. Et c'est là souvent qu'on se perd dans le sport parce que c'est pour ça que pour moi, quelqu'un comme Dino, je trouve ça extraordinaire de voir la réussite qu'il a. Puis je sais que c'est le sport qui lui a amené.
Fait que pour moi, d'avoir des objectifs, mais larges, ça va au-delà des Olympiques. Une personne qui a fait un parcours pendant 10 ans, 12 ans dans son sport de haut niveau et qui a été capable de se rendre au bout de son potentiel, mais c'est génial. Mais le bout de son potentiel, c'est pas seulement les Olympiques. Et moi, je donne tout le temps mon exemple. Le sport m'a donné ma passion, m'a donné ma profession. Elle me l'a donné depuis 30 ans. Donc, merci à mes parents, merci à mon sport que j'ai été capable de faire ça. Mais si à 15, 16, 17 ans, je m'étais dit, oh mon Dieu, j'ai pas atteint les Olympiques, j'arrête tout, c'est là que ça marche pas. Donc, il y a plein de choses. Le parent, je pense qu'il faut qu'il soit à l'écoute de son jeune, il faut qu'il soit à l'écoute de qu'est-ce qu'il a envie de faire. Il faut qu'il fasse attention de pas toujours comparer, parce que c'est facile de comparer. Toujours, le sport est un reflet de société. On a des écarts dans la société. On a la classe pauvre, la classe moyenne, la classe riche. Ben, dans le sport, c'est pareil. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que l'accès au sport est différent. Donc, si tu es un parent qui est dans le tennis, qui était obligé d'être sur le terrain avec ton propre enfant parce que tu n'as pas les moyens d'avoir un entraîneur privé et tout ça, ben, c'est très clair que la façon qu'on va te regarder à 7-8 ans, comme jeune, va peut-être avoir une progression différente que celui qui a un entraîneur à temps plein depuis qu'il a 5 ans. Alors ça, il faut faire attention. Oui. Puis, tu sais, en tant que parent, dès le départ, là, est-ce qu'on devrait se dire, au lieu de dire, OK, mon enfant, par exemple, aime le tennis, on va tout mettre nos forces dans le tennis, ou, là, je parle quand il est jeune, ou on devrait lui ouvrir les horizons. Dire, OK, t'es bon dans le tennis, on y va là-dedans, mais regarde, il y a le soccer, il y a la natation, il y a le ski, puis juste pour lui montrer qu'il y a plein d'autres sports qui existent. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on met beaucoup l'accent sur le sport que notre enfant aime, puis tout d'un coup, que sa passion tombe, ou que son intérêt, ou que finalement, c'est pas ça qu'il s'attendait. Ah, ben là, il aura pas vu tout ce qui existe non plus. Écoute, c'est pas une impression que t'as. On est rendu dans un système de société sportive, en tout cas, où on a une approche qui est très business. Donc, c'est beaucoup plus payant d'avoir un jeune 5 fois semaine dans ses programmes que de l'avoir seulement dans des saisons. J'ai beaucoup dans des conversations parlé avec des fédérations sportives et même au niveau international. Et ma question est toujours la même. C'est quoi votre sport d'été ou vos sports de saison? Il y en a plus de sports de saison parce que tout le monde joue à l'année. Alors ça a changé la donne. Avant, on avait des jeunes qui jouaient au tennis. Moi, je me souviens quand je jouais, j'étais joueuse, je jouais dans mon parc l'été et j'arrivais au mois de septembre. Puis après, j'allais un petit peu dans mon programme intérieur. Puis après ça, c'était le ski. Puis après, on faisait d'autres choses. Donc, c'est sûr qu'il y a cette partie-là qui est pas facile pour les parents. Parce que aussi, les parents se font dire très vite, « Hey, ton jeune, il a du talent. » Talent, ça veut dire quoi? Ouais. C'est très large. Potentiel, ça veut dire quoi? C'est très large. Donc, le parent, il se fait dire ça, c'est « Hey, OK, il y a quelque chose. Bon, ben, on va y aller all-in. » Un petit peu comme tu le disais, moi, je suis d'avis qu'il faut bâtir des petits êtres humains avant de bâtir des joueurs ou des athlètes. Il faut les amener dans des sports d'équipe, des sports individuels, parce que il y a des jeunes par personnalité qui préfèrent être tout seuls sur leur petit terrain de tennis ou qui préfèrent être en groupe dans leur petite équipe de soccer le samedi matin. Alors, moi, je pense que pour ça, c'est important. L'autre chose, c'est qu'on veut que le jeune diversifie son développement. Et diversifier, veut dire ça. Aller au soccer, aller à la natation, aller au hockey. Il faut avoir une approche qui est plus globale comme ça pour qu'il développe ses habiletés physiques à lui, qu'il se développe sur le plan social aussi d'être avec d'autres jeunes. Maintenant, le système est un peu difficile pour les parents de faire ça. Tout le monde sait que c'est important de faire plusieurs sports. Mais le parent, il se dit, OK, pas de problème, je vais aller faire du tennis. Ouais, mais si tu veux être dans tel groupe, il faut que tu fasses 4 fois semaine. Il se retourne au soccer. Ah, mais là, si tu veux être dans tel groupe, tu n'auras pas le choix de faire 2 pratiques la semaine puis un match la fin de semaine. Oui. Et là, le parent se trouve à 8 ans où il faut qu'il fasse un choix. Pas parce qu'il le veut nécessairement, mais parce que la structure l'oblige à faire ça. Mais on est aussi parents perfectionnistes d'une certaine façon. On veut que notre jeune réussisse. Et moi, une des choses que je fais beaucoup, c'est que aidez-nous aussi, on lit des biographies et tout ça. Et quand on regarde, par exemple, les Tiger Woods,
tout ce que ça nous dit, c'est ben à partir de 3 ans, il tenait un bâton de golf, puis il frappait toutes les balles, puis son père l'amenait à tous les jours. Puis tout ce qu'on voit finalement, c'est que ce jeune-là, avant même quasiment qu'il parle, jouait le sport et n'a jamais lâché. Donc en tant que parent, on est comme OK, fait que c'est ça qu'il faut faire avec notre enfant. Je veux pas que tu me nommes des des gens ou peu importe. J'imagine que tu vois beaucoup de parents aussi obsédés de ce sens-là. Qu'est-ce que tu leur dis? Oui, et tellement encore des belles observations. Puis c'est ça qui est dur en ce moment. Tu sais, je dis toujours quand les parents... Et Tiger Woods, c'est tellement un bon exemple. Hein, quand on l'a vu la première fois, il a frappé des balles de golf. Tout le monde était là, wow, quel talent. Puis moi, comme entraîneur, dans ma profession, ma question, c'était plus, ouf, combien de balles il a frappé avant d'être là à 6 ans? J'ai le même réflexe en ce moment au niveau du tennis. Avant, je pouvais me promener à travers le Canada puis de dire, oh, ce jeune-là, il a l'air bien, il a quelque chose, il bouge. Là, je suis obligée de faire le raisonnement, OK, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est-tu vraiment ses habiletés qui est comme ça ou il prend des cours privés, il y a un entraîneur physique? Donc, je suis obligée de poser la question parce que je me fais dire de plus en plus que des jeunes à 7-8 ans font du 15 heures, 20 heures semaine. Donc, des parents qui sont impliqués et qui sont impliqués pour une raison qui est le produit final. Je dis toujours aux parents, il y a un prix à payer pour des décisions puis des choix. Le prix à payer n'est pas toujours négatif, mais il faut toujours comprendre que derrière des résultats, derrière des joueurs professionnels, il y a un parcours. Puis combien de jeunes ça a pris pour avoir un Nadal en Espagne? C'est toujours ça qu'il faut se poser comme question. Le but, c'est pas de dire qu'il faut arrêter de rêver puis de faire de la compétition. Non. C'est de dire qu'il y a un parcours, puis tu le disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui définit le fait que ton enfant réussisse? Et ça, là, c'est ça que je parle toujours aux parents. À 7 ans, c'est quoi sa réussite? À 10 ans, c'est quoi? À 20 ans, ça va être quoi? Parce qu'il faut progresser là-dedans. On peut pas dire à 8 ans s'il est pas dans le parcours parce que je veux qu'il soit professionnel. Ça marche pas. J'ai plein de parents qui m'appellent, qui m'envoient des courriels. J'ai mon enfant de 6-7 ans. Il est bon. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu peux le regarder? Oui, avec plaisir. Mais il y a toujours une intention en arrière. Fait que je pense qu'il faut définir c'est quoi ce succès-là. Et ce succès-là va changer, hein, avec l'âge. Il va changer. Puis le parent, quand il est très, très impliqué, ben il faut essayer de l'aider puis de l'outiller parce que souvent, c'est juste ça qu'ils attendent. C'est qu'on leur donne des outils pour prendre des bons choix. Souvent, ils prennent pas les bons choix. Mais ce que j'ai compris après 30 ans, c'est qu'il fallait que je me détache du résultat, par contre. Il fallait pas que je pense que parce que les parents venaient me voir puis je leur donnais l'information du mieux de mes connaissances, qui allait nécessairement suivre ce que j'allais dire. Puis j'ai l'impression qu'on se pose pas assez cette question-là. C'est quoi le succès pour moi en tant que mère, mais c'est quoi le succès pour mon enfant? Est-ce que c'est son bonheur, que juste du fun et qui apprécie ce qu'il fait, ou c'est d'atteindre la médaille, d'atteindre un certain podium au détriment de son sourire? C'est qu'on a encore la perception qu'on doit faire un choix entre le plaisir et le résultat. Et pour moi, là, c'est les deux vont ensemble. C'est sûr que c'est pas simple, c'est sûr que c'est pas facile, mais autant tu peux avoir du plaisir dans le parcours et de devenir un champion du monde puis un Olympien. Autant que tu peux aussi trouver ça très, très, très plate ton sport quand tu es jeune, puis d'être démotivé quand tu fais un petit peu de compétition, puis c'est tout. Et je pense que il faut qu'on ramène cet aspect-là de plaisir, de performance, de compétition, puis qu'on les sépare pas. Parce que ça devrait pas être un choix. Ton enfant, il va être heureux quand il va gagner, puis il va pleurer sa vie quand il va perdre. C'est ça le sport, puis c'est la vie. Maintenant, au même titre que c'est correct que ton enfant ait du plaisir, même si il rush sa vie pour gagner un match, puis qu'il essaye de gagner son championnat canadien, parce que moi, ça me fait toujours capoter quand j'entends un parent qui dit « Hey, au prix que je paye, là, t'es pas là pour avoir du fun. » Ça veut dire quoi, ça?
Ça veut dire que dans le fond, le plaisir, avoir du fun avec tes amis, ton entraîneur, moi je le sais parce que je suis encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, je les entends, les entraîneurs. Séverine, c'est pas un coach, elle est là, les jeunes ont du fun, c'est pas une vraie coach. Je l'entends ça encore. Et ça, pour moi, j'essaye le plus possible de changer cette perception-là parce que un ne doit pas être séparé de l'autre, au même titre que c'est correct qu'un jeune il dise « Moi, je veux gagner mon match ». C'est correct de vouloir ça parce qu'il y a personne qui fait du sport pour perdre. Moi, j'ai jamais entendu un jeune qui me dit « Ah, Séverine, j'ai tellement hâte dans mon match aujourd'hui, là. J'espère tellement me faire planter 0-0, là. » Il y a personne qui va dire ça. Je pense qu'on essaie trop de protéger les jeunes sur justement la défaite. On essaie trop de les protéger dans la victoire, puis on le fait en disant « Hey, là, t'es vraiment dans ton centre, t'es dans ta haute performance. » Puis on va le faire pour être sûr que t'es sérieux là-dedans. J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femmes de Fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femmes de Fer Podcast. Quand on regarde, par exemple, nos super joueurs de tennis, on dirait qu'on se vend dans les voiles en ce moment. Autant avant, on regardait pas beaucoup ce qui se passait au Canada, dans le sens qu'il y avait qu'un ou deux noms qui nous marquaient. Mais on regardait surtout à l'international, puis on trouvait donc que les joueurs dans le monde étaient bons. Autant là, j'ai jamais autant suivi de joueurs canadiens. Est-ce que Tennis Canada a le vent dans les voiles en ce moment? Les 10 dernières années, on voit la passion du sport au Canada. Je pense qu'on est on est un grand pays, mais écoute, on n'est pas le premier sport au pays. Il y a le hockey qui est bien avant nous. Puis, comme tous les sports, qu'est-ce qui fait parler du sport? Ben, c'est les résultats. Au même titre qu'un entraîneur, on est aussi bon que les résultats de nos athlètes. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ce qui est encore plus spécial pour Tennis Canada en ce moment, c'est la longévité des jeunes après les Eugénie Bouchard. Puis tu sais, Eugénie Bouchard, je suis la première à l'avoir critiquée, mais je m'excuse, elle a ouvert la voie au tennis. Elle a ouvert la voie au tennis féminin. Et ben ça suivait avec les Mina Schraunic, les Vachek Pospisil. Puis là, il y a une génération en dessous. Là, il y a une autre génération qui s'en vient. Félix, il est là. Et c'est certain que peut-être à un moment donné, tout ça va arrêter, puis on s'en vient avec une situation de pandémie où est-ce que les jeunes vont revenir au sport? Est-ce que les jeunes vont revenir à l'activité physique? Ça, c'est une grosse question, mais pour tous les sports, là. Donc, c'est le fun de voir ces jeunes-là. Ils ont réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont des parents qui étaient dans le tennis, parce que Tennis Canada était dans un environnement où on pouvait leur donner des outils à eux, leurs entraîneurs et leurs parents. On a bâti un centre national, ça fait plus de 10 ans maintenant, qui, je pense, a regroupé les jeunes, mais plus principalement a regroupé les ressources. Et tout le monde disait souvent, vous avez votre tournoi, vous faites quoi avec cet argent-là? Ben, écoutez, 90% de l'argent s'en va dans le développement. Alors, c'est pas pour rien qu'on a souffert dans les derniers mois, au niveau financier. On a perdu des confrères de travail parce que le tournoi, quand il n'y a pas lieu, ça affecte les sous et les outils qu'on peut donner dans le développement. Donc, je pense que tous ces facteurs-là font en sorte que on est capable de voir depuis ces 10 dernières années des jeunes qui ont progressé dans un système et en plus qui ont eu des résultats. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut les prendre comme des modèles inspirants, mais il faut pas nécessairement vouloir copier leur parcours. Et je pense que dans tous les sports, c'est ça qu'il faut faire attention. Et c'est pas une question de dire comment on va voir le prochain Félix. Qu'est-ce qu'a fait Félix à 7 ans? Je pense que c'est bien de poser des questions, mais Félix, son parcours, c'est son parcours. Denis Shapovalov, c'est son parcours. Bianca Andreescu, c'est son parcours. Alors ça, il faut s'en inspirer. Ouais. Est-ce que cette reconnaissance-là vous amène à vouloir dire, OK, on en fait plus, on développe des meilleurs outils? Est-ce que vous avez peaufiné votre façon de coacher à travers les dernières années? J'espère qu'on va faire ça prochainement. Je pense que ce que ça fait, c'est que ça nous permet d'être encore plus une fédération de ressources pour nos jeunes. Je pense que ça fait aussi, le résultat à n'importe quel niveau crée des attentes. Et là, on a créé des attentes. Fait que t'as une partie du monde qui a hâte de voir quand est-ce qu'on va se planter. Et t'as une partie du monde
qui a hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire pour continuer ça. Ouais. On dit beaucoup dans le sport, des fois, c'est cyclique. On dit, ben là, on avait une génération de jeunes, bang, c'est parti. Après, on a une génération de jeunes filles, bang, c'est parti. Puis à un moment donné, ça va arrêter. Et je pense que ce que Tennis Canada fait depuis 2-3 ans, c'est justement de dire non, on veut pas que ça soit juste depuis 10 ans, qu'on est un cycle, on veut essayer de reproduire le fait qu'on a une autre génération qui suit. Et là, ça va devenir le prochain défi de Tennis Canada. Moi, je veux quand même parler de la place des femmes dans le sport. Je pense que... Oh boy! en fait, tu as écrit un livre sur le sujet que je trouve fascinant et très important. Premièrement, peut-être commencer par dire pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre-là. Est-ce que c'était un ras-le-bol? Est-ce que c'était juste une réflexion que tu as faite au fil du temps ou il y avait d'autres motivations en arrière? Un mélange de tout ça. Ouais. Je te dirais que ce qui est assez intéressant, ce livre-là, quand c'est le moule est venu, je pense que ça fait déjà 3 ou 4 ans. Moi, j'ai toujours coaché garçons-filles. J'ai toujours eu une approche de coaching qui était centrée sur mes valeurs. Mon identité de coach est en fonction de mes valeurs. Mm-hmm. Et j'ai jamais fait une différence sur je coach un garçon, je coach une fille. J'ai été 10 ans dans le milieu paralympique, j'étais en charge de l'équipe des garçons. Personne m'avait posé de questions, mais j'entendais c'est la première femme à coacher des hommes. Puis là, j'étais là, qu'est-ce que c'est ça? Donc, on dirait que plus j'ai avancé dans mon parcours, plus je me rendais compte qu'il y avait des voies. Puis même, je me souviens dans le temps, parce que je me suis remis en arrière, je dis, mais quand je coachais tel jeune, et je me souviens avoir eu 1 ou 2 réactions de mes athlètes qui me disaient, mais pourquoi les gens me demandent pourquoi je suis coachée par une femme? Pourquoi ça les dérange? Mm-hmm. Mais moi, j'avais pas porté attention dans ce temps-là. On arrivait à émettre des jugements sur les femmes qui faisaient du sport. Alors, toutes les femmes qui font du sport, c'est des lesbiennes. Toutes les jeunes qui font du sport, il y a un problème. Il y a des sports de gars, il y a des sports de filles. Puis là, je me disais, non, là, il y a quelque chose qui marche pas. Si pour moi, on me met une étiquette, mais ça va faire quoi pour la petite fille de 8, 9, 10 ans qui a envie de faire un sport comme la boxe, comme la lutte, qui sont supposément des sports de gars? Et c'est là quand même j'ai fait non. Là, il va falloir que je parle de toute la perspective stéréotype et il va falloir que je parle de la partie un petit peu aussi du parcours des jeunes filles qui sont dans le sport parce qu'il y a tellement de choses. Tu joues comme une fille, t'es pas compétitive, les filles ont pas de service, les filles, ça pleure tout le temps. Puis là, je suis là, ben non, là, il faut changer ça. Et je me rends compte aujourd'hui, encore une fois, en avançant, que j'ai manqué des opportunités parce que je suis une femme entraîneur, tout à fait. Puis en plus, moi, je suis dans le plein stéréotype parce que je suis en charge des 10 ans et moins à Tennis Canada. Mm-hmm. Donc, on est-tu bonne avec les petits, hein? Nous autres, on est très bonne avec les petits. Donc, quand tu veux monter les échelons, ben là, on dit t'as pas les compétences. Et j'ai toujours, mais les compétences, c'est quoi? Parce que les compétences, souvent, c'est mais t'es pas une ancienne athlète. Donc, je pense que le milieu du sport, j'espère qu'il est en train de changer. On voit plein de choses on l'a vu avec des arbitres de la NFL, des femmes qui sont impliquées dans les sports masculins. Comme le football qui devient justement plus large maintenant. Il y a des femmes qui veulent jouer au football, mais je me pose quand même la question encore aujourd'hui, est-ce qu'on le fait parce que ça paraît bien ou est-ce qu'on le fait pour vraiment créer du changement? Puis j'ai lu récemment toutes les femmes qui ont eu des positions de leadership dans les entreprises ou des femmes qui sont dans un milieu de coaching de haut niveau, quand ils partent, c'est rarement remplacé par des femmes. Est-ce que tu dirais qu'en tant que femme dans le milieu sportif, que tu aies le double d'expérience, le double d'effort pour avoir la même place qu'un homme? Oh ben oui, tout à fait. Je pense poser la question, c'est d'y répondre. Oui. On a besoin de faire toujours plus. Pourquoi? Parce que la partie qui est toujours la question, c'est oui, mais est-ce que tu as les compétences? Mais ça veut dire quoi avoir les compétences? Puis tu sais, moi je dis toujours, c'est pas une question d'égalité, c'est une question d'opportunité parce que
Si un jeune entraîneur masculin a l'opportunité de faire des tournées, de s'en aller aux Olympiques, de s'en aller coacher du haut niveau, ben c'est clair qu'après 15 ans d'opportunité, il va sûrement être meilleur. Mm-hmm. Mais une femme aura peut-être pas ce parcours-là. Pourquoi? Parce qu'on va lui dire au début, mais t'as pas les compétences. Mm-hmm. On donne toujours l'exemple dans notre milieu de Mauresmo. Mauresmo, quand elle a coaché Andy Murray, mon Dieu, le choc dans le milieu sportif, lui, il a dû défendre pourquoi son choix. Et à un moment donné, de dire, écoutez, je veux dire, elle m'amène quelque chose comme un autre m'amenait, que ce soit des compétences en tennis. Et pour se faire dire, finalement, ben Mauresmo est juste là pour son mental. Parce que, encore une fois, c'était juste le mental. Puis pourtant, on parle d'une ancienne joueuse quand même qui a passé par là. Donc, c'est sûr qu'il y a ces préjugés qui sont toujours alentour. L'autre chose, on le sait, ça aussi j'ai lu récemment, le visuel, c'est la première chose qu'on regarde sur l'aspect humain, que ce soit quand on se rencontre, que ce soit quand tu vas en entrevue. Je pense pas que les hommes passent autant de temps à s'habiller, à se regarder, à bien paraître versus nous les femmes. Mm-hmm. Et c'est correct, c'est comme ça qu'on a été élevés aussi. Et même quand on est à la télévision, on dit on va mettre une femme au sport. Ben on met une femme au sport qui est dans le physique du préjugé qu'on veut mettre une femme au sport. Donc moi je pense qu'effectivement dans tous les domaines, quand on parle de compétences, ça veut dire quoi? Mais la réalité, et je dis toujours aux jeunes entraîneurs qui parce que je suis devenue mentor par ricochet, parce que comme je disais au début, pour moi communiquer et partager c'est super important. Et à travers mon sport et même à travers l'international, il y a des femmes qui m'appellent pour me demander conseil, qu'est-ce que tu as fait, toi tu vois ça comment? Et je leur dis, écoutez, la réalité là, c'est que c'est perdant-perdant. Si tu es toi-même, on va dire que tu as trop de caractère. Moi, je le sais, je suis quelqu'un qui a toujours une opinion. On me demande, Séverine, tu penses quoi? Ça me fait plaisir de partager. Et je me fais dire, mon Dieu, t'es négative. Après ça, quand tu dis, OK, non, je vais prendre un step back, je vais me reculer, je vais écouter, je dirai rien, ben là, tu te fais critiquer parce que tu dis rien, puis t'as pas d'opinion. Ouais. Donc, je dis toujours à ces jeunes femmes-là, bon, premièrement, le fait qu'on perd d'un bord et de l'autre, essayez d'être vous-même là-dedans. Déjà, ça va être très bon. Parce que tant qu'à être dans une situation où tu vas avoir des défis, mais fais-le en étant ta propre personne. Maintenant, on doit travailler doublement pour ce qu'on fait, toujours, parce qu'on a aussi une définition de ce succès-là, de dire, oh, moi, je vais en faire plus, je vais en donner plus, je vais leur montrer que je suis capable. Ouais. Et à partir de là, ben ça fait que nous, on s'emporte là-dedans aussi. Ouais. Tandis que, et moi, je vais prendre l'exemple sur des confrères de travail que j'adore, puis qui sont là, puis qui m'aident, puis qui supportent, puis qui me disent toujours, Séverine, t'as pas besoin d'en faire plus. Si c'est pour avancer, vas-y. Si c'est pour pas avancer, vas-y pas. Ouais. Récemment encore, on n'a pas la même voix. Ça, je dis toujours ça. Ouais. Je suis encore, et ça, je vais te dire quelque chose que sûrement toi, t'as vécu, mais t'es dans des meetings et combien de fois t'es dans des réunions, tu dis quelque chose. Écoute, ça m'est arrivé hier. Puis bon, en passant, j'ai rencontré mes confrères à l'international. Voici les recherches. Et après 15 minutes, quelqu'un qui arrive qui dit, bon, ben ça serait peut-être bon qu'on fasse des recherches à l'international. Mais j'étais là, aïe. Mais c'est des réalités. Je pense qu'il faut pas les cacher. Il faut le dire. C'est correct. Il y a des hommes, écoute, qui souffrent aussi parce qu'ils ont décidé d'avoir des enfants puis de rester à la maison pour quelques mois puis qui sont jugés. Au même titre qu'il y a des femmes comme moi, je suis célibataire pour l'instant. À tous les gars qui écoutent, je suis célibataire pour l'instant. C'est ça, j'ai pas d'enfants. Et c'est comme si, c'est pour ça, parce que j'ai décidé d'être dans le sport, que c'est ma situation actuelle. Je me dis, wow, il y a des choses qui changent. On voit qu'il y a des gens qui font des efforts. Je me souviens dans le livre, je parlais de quotas, puis à un moment donné, je disais, est-ce que je suis pour les quotas? Puis je disais non. Mais posez-moi la question dans 5 ans ou dans 10 ans. Je suis pas encore dans 5 ans du livre, puis je me pose la question si on n'a pas besoin d'avoir ça. Puis je disais à une consoeur récemment, on parlait justement des emplois, que Sève, elle dit là, je suis un petit peu déçue, là, j'ai réussi à avoir un poste, mais je le sais que c'est parce qu'il fallait qu'il embauche une femme. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit, ça m'écoeure, elle dit, je suis pas sûre que je vais prendre le poste.
Je dis, attends une minute, là. Est-ce que tu crois qu'un homme qui va avoir une job va dire, est-ce que vous me prenez pour les bonnes raisons? Est-ce que vraiment vous me prenez pour... Ils vont pas faire ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se retourner puis ils vont dire merci. Alors, pourquoi nous, on fait pas la même chose? Malheureusement, on va avoir des opportunités parce qu'on est des femmes. Ben, on se retourne puis on va dire merci. Je veux juste terminer pour savoir, Séverine, comment ça se passe en ce moment, l'entraînement? Quelques mots, parce que je sais que c'est difficile pour tout le monde, mais comment tu vois un peu l'avenir du sport en ce moment? C'est pas facile. Je pense qu'au début, ça allait bien parce que bon, l'été arrivait, on était dehors, les jeunes n'ont pas vu vraiment de différence, il y avait plus d'école et l'aspect compétitif était quand même là. Et les entraîneurs, nous, on était là, puis on les motivait, puis on était toute la journée dehors, fait que c'était super. Là, ça a commencé à changer. On a eu le discours, c'est correct, prenez le temps. Vous avez le temps pour travailler sur vos compétences, vous allez pouvoir améliorer vos frappes, votre aspect physique. Fait que les jeunes, c'est comme, oui, ils ont embarqué. Mais là, sont plus là. On a dû canceller des compétitions, canceller des championnats nationaux. Et là, à force de parler avec les jeunes, je me rends compte que ce soit des garçons ou des filles, l'aspect social de ce que le sport leur amène est hyper important. L'aspect de se voir, de se jaser, de se toucher. L'autre chose qui leur manque beaucoup, c'est la compétition. Puis pas juste pour la partie sociale. Et là, ce qui est important pour les parents qui vont nous écouter, c'est que pour eux, la partie compétitive, c'est l'objectif de pourquoi ils font ce qu'ils font. On va entendre des parents qui vont parler beaucoup des résultats. Mon Dieu, ils vont perdre leur classement, puis ils vont pas au Canadien, puis qu'est-ce qui va arriver? Mais les jeunes, c'est pas ça. Eux, c'est juste dire, mais je m'entraîne pourquoi? Avant, je m'entraînais parce que, je voulais me classer pour le Canadien, je voulais faire une tournée avec Tennis Canada, je voulais m'en aller avec mon club en Floride. Et ça, ils l'ont perdu. On doit faire des changements pour la santé mentale et physique de nos jeunes. Et je pense que on ne se rend pas compte, malheureusement, comme bien d'autres choses, on va voir les conséquences à court, moyen et long terme. Je pense qu'il va y avoir un impact négatif au retour de tout ça parce que les jeunes ont rempli leur temps avec autre chose, parce que les jeunes n'ont pas justement d'objectif du pourquoi ils s'entraînent. Je veux savoir, Séverine, est-ce que avec tout ce que tu fais, est-ce que tu as d'autres choses que tu développes en ce moment? J'étais à la 3e saison de Self Talk dans un podcast et je l'ai fait au début, c'est très drôle parce que je l'ai fait au début pour me donner une voix, pour me permettre de encore une fois de partager et je me rends compte que finalement je donne une voix aux autres. Alors ça c'est un projet qui tient à cœur que je veux continuer à faire. Et là je suis en train justement avec tout ce qui se passe, je me rends compte à quel point la valeur de l'activité physique, de l'entraînement, aider les parents, aider les autres entraîneurs au-delà de mon sport, ça prend beaucoup de place aussi. La pandémie, pour moi, m'a permis de créer une communauté à l'extérieur de mon sport, mais internationale. Finalement, tu l'as mentionné au courant de notre entretien, les femmes dans le sport, que ce soit les jeunes filles, que ce soit les entraîneurs, je suis en train de réfléchir à une façon de comment je vais être capable d'être un modèle ou de créer des opportunités à ce niveau-là. Donc, pour les gens qui veulent te suivre, c'est quoi la meilleure façon de te contacter? Tu peux me rejoindre sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur mon site internet coachsevie.com. Génial. Merci beaucoup, Séverine. Merci à toi, Sophie. À très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirés pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de Fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures femmes de fer pour vous. Et je vous dis à la prochaine.